La poussière flottait dans l'air comme un linceul. Le premier maître, Daniel Ironjaw Harlow, progressait dans les décombres avec l'efficacité tranquille d'un homme qui avait vu trop de bâtiments réduits en cendres au cours de ses 23 ans de service. L'Afghanistan avait cette façon de broyer les structures jusqu'à la poudre, mortier, briques, os humains. Tout se ressemblait sous une force explosive suffisante. Son équipe se dispersa sur ce qui restait du complexe. Quelque part, dans le noir d'avant l'aube, des combattants talibans se regroupaient. Ils avaient mis peut-être 20 minutes avant que ce secteur ne redevienne un enfer. Dégagez à gauche, dégagez à droite. Les bottes de Harlow crissaient sur le béton fracassé. La lampe de son arme tranchait la brume, éclairant des formes qui avaient été des meubles, des murs, des vies. La frappe aérienne avait accompli sa mission, peut-être trop bien. C'est alors qu'il vit la main, petite, pâle contre la poussière grise, les doigts légèrement recroquevillés, comme si quelqu'un cherchait à saisir quelque chose hors de portée. « Stop », dit-il doucement dans sa radio, le mot portait du poids. Son équipe se figea. Il s'approcha lentement, dégageant les débris de sa main gantée. Un bras apparut, puis une épaule. Treillis Woodland, lacéré mais reconnaissable, américain. J'ai un corps. Le nôtre. 2 autres cils le rejoignirent, les mains déjà au travail dans les gravats. Ils œuvrèrent en silence. Ce genre de silence qui accompagne la récupération des morts. Personne ne parlait. Personne n'en avait besoin. Le torse émergea. Puis le visage, une femme jeune, la vingtaine à peine, les cheveux blonds collés par le sang séché, et la poussière, les yeux clos, la peau couleur de vieux papier. « Putain !» souffla le second maître Webb. « C'est une gamine !» La main de Harlow alla automatiquement à son cou, cherchant un pouls qu'il savait absent. Procédure standard. Courtoisie professionnelle envers les morts. Ses doigts trouvèrent l'artère carotide et sentirent quelque chose battre contre eux, comme un oiseau piégé. Elle est vivante. Les mots sortirent plus durs qu'il ne l'avait voulu. Une civière, maintenant. Webb dévisagea son chef. Chef, elle a... Je vois ce qu'elle a. Webb, bougez. Parce que Harlow voyait bien. 7 impacts d'entrée, peut-être plus. La poitrine, l'épaule, les jambes. Des taches sombres s'étendaient sur l'uniforme comme de l'encre renversée. Pas de blessure de sortie visible. Les balles étaient encore à l'intérieur. À racler os et organes à chaque respiration laborieuse. Cette femme aurait dû être morte depuis 6 heures. Avoc base ici, Avoc 21, annonça Webb dans sa radio. Évacuation médicale immédiate. Une blessée urgente, chirurgie nécessaire. Femme américaine, GSW multiple, état critique. Pendant qu'ils attendaient, Harlow essuya doucement la poussière sur son col. Des plaques d'identité y pendaient, incrustées de sang. Il les inclina vers la lumière de son arme. Le métal luisit. Il lut le nom gravé dans l'acier. Mercer Queen, A. H. M2, B+, sans préférence religieuse. Harlow regarda son visage à nouveau. L'uniforme trop grand pour ce corps menu. Les mains qui semblaient trop petites pour tenir quoi que ce soit de plus lourd qu'un stylo. « C'est l'une des nôtres, » dit-il. Infirmière de combat. Marine nationale. Les mots tombèrent lourdement dans l'air saturé de poussière. Une infirmière, quelqu'un qui courait vers les blessés quand les autres fuyaient, quelqu'un qui colmatait les brèches au lieu d'en creuser, quelqu'un qui était morte en tentant de sauver des gens. Sauf qu'elle n'était pas morte, pas encore. « Évacuation dans 3 minutes, » annonça Webb. Harlow sortit une couverture de survie de son kit et la posa délicatement sur elle. Le matériau métallique crissa dans le silence. À travers la feuille, il voyait sa poitrine se soulever et s'abaisser par infimes mouvements désespérés. « Tenez bon, infirmière, » dit-il à voix basse. « On vous tient. » Au loin, les rotors du Black Hawk grondaient déjà comme un tonnerre qui approche. Le C-130 tressautait dans les turbulences comme un taureau cherchant à désarçonner son cavalier. Dans la soute, 43 marines et marins balançaient à l'unisson sur leur siège de toile au rythme de chaque secousse. Certains dormaient, d'autres vérifiaient leurs armes pour la 100e fois. La plupart fixaient le vide, ce regard à 1000 lieues qui s'obtenait en dotation standard après le premier déploiement. Le second maître, Queen A. Mercer, était assise près du panneau de rampe arrière, sa sacoche médicale coincée entre ses bottes.
Elle mesurait 1,60 m en tenue, pesait 53 kilos en sortant de la douche. Avec le kit encombrant, elle avait l'air encore plus petite, comme une gamine jouant aux soldats dans l'armoire de son père. Elle avait entendu cette plaisanterie avant, généralement de la bouche de gens qui ne savaient ni pas mieux. Le marine en face d'elle la dévisageait. Sergent quelque chose. On lui avait présenté 17 personnes en 4 heures. Elle se souvenait peut-être de 5 noms. Celui-là avait un visage de poing fermé et des yeux qui ne tenaient pas en place. « C'est toi, la nouvelle Toubib ?» demanda-t-il finalement. Quinn hocha la tête une fois. « T'as l'air d'avoir 12 ans. »« J'en ai 24. »« Ouais ?» Le marine se pencha légèrement. « T'as déjà vu le feu ? Fallujah, Moussa Kala, Garmsir ?» Les noms restèrent entre eux comme des cartes sur une table. Le marine scrutait son visage pour y lire une réaction. Il n'en trouva aucune et se rencogna dans son siège. Il ne s'excusa pas. Il n'en avait pas besoin. Ils avaient tous été testés de cette façon. Le chargeur de vol surgit de l'avant, se déplaçant d'une main le long des filets de fret. Il s'arrêta à la rangée de Quinn. « Mercer, présente. Le sergent-chef veut vous voir à l'avant. » Elle déboucla sa ceinture, passa la sacoche médicale sur son épaule. Le poids s'installa, familier contre sa hanche. 30 kilos de compresse, garrots, aiguilles et petits miracles. Elle avait porté des versions de ce kit pendant 6 ans. Il était devenu une partie d'elle-même, comme une deuxième colonne vertébrale. L'intérieur du C-130 s'étendait devant elle comme un tunnel métallique. Elle l'arpenta avec précaution, ses bottes cherchant appui sur le plancher cannelé. Les marines suivaient sa progression de leur regard impénétrable. À l'avant de la soute, 3 hommes se tenaient autour d'une table de cartes. Celui du centre était grand, aux épaules larges, du gris commençant à envahir sa coupe réglementaire. Sergent-chef Harlan Hammer Whitfield, chef d'équipe, Force Recon Marine, Team Havoc, 43 ans, 20 et 1 an de service. Un homme qui dosait ses mots comme un tireur d'élite dose sa distance. « Mercer, dit-il sans lever les yeux de la carte, vous êtes avec nous maintenant. Sergent-chef, vous remplacez l'infirmier Vald, bon soldat, éclat d'obus dans la fémorale il y a 3 semaines, évacué. Il s'en sortira, mais c'est fini pour lui. » Quinn ne dit rien. On ne commentait pas les blessures des autres. Whitfield leva enfin les yeux. Ils étaient de la couleur d'un vieux métal. Son regard fit le tour de Quinn, des yeux aux bottes, en un seul mouvement d'évaluation. « Vous êtes petite, dit-il. Sergent-chef. Vous pouvez porter ce kit sur 15 km ? Sergent-chef. Travailler sous le feu ? Je l'ai déjà fait, sergent-chef. Quelque chose passa dans l'expression de Whitfield. Pas tout à fait de l'approbation, plutôt une réévaluation. On touche le sol dans 4 heures, reprit-il. Le brief de mission est simple. Un informateur de haute valeur veut passer de notre côté. Le neveu d'un commandant taliban. Il a des renseignements sur les réseaux d'IED et les caches d'armes. On entre, on l'extrait, on ressort avant le lever du soleil. Il posa 2 doigts sur la carte. Complexe ici. 6 structures. On s'attend à 15, 20 combattants armés, peut-être plus. Ça va faire du bruit. Son regard chercha le sien à nouveau. Votre rôle, restez en arrière, tête basse. Si quelqu'un tombe, vous le rapiécez. C'est tout. Pas d'héroïsme. Vous êtes infirmière, pas fusilier. Compris ? Compris, sergent-chef ? Bien. Faites connaissance avec l'équipe. Les 2 hommes à côté de Whitfield firent un pas en avant. Le premier était bâti comme un mur porteur sur jambes, 1,90 m, 100 kg, avec des mains qui semblaient incapables de broyer des noix. Sergent-chef Victor Tank Dobrovsky, spécialiste en armement. Le visage balafré d'un éclat de RPG à Fallujah qui avait tué tous les autres membres de son équipage. « Toubib », dit Dobrovsky de sa voix étonnamment douce. « Sans vouloir vous offenser, vous pesez à peu près autant que mon fusil. Pas d'offense, sergent-chef. Vous avez déjà traité une plaie thoracique aspirante ? Oui. Une amputation traumatique ? 3 fois. Les sourcils de Dobrovsky montèrent légèrement. Il jeta un coup d'œil à Whitfield. D'accord, alors. Le second homme était plus mince, plus vieux. Sergent Gunny Reed Stone Calloway, 46 ans, tireur d'élite éclaireur. Un homme dont toute l'existence semblait calibrée pour l'immobilité. Il ne parla pas, il hocha la tête une fois. Mais ses yeux voyèrent des choses. « Vous rejoindrez le reste de l'équipe sur le terrain, » dit Whitfield. Des questions ? Quinn en avait 1000. Elle n'en posa aucune.
Non, sergent-chef. Alors reposez-vous, la nuit va être longue. Elle retourna à sa place. Le marine d'en face, celui qui lui avait demandé si elle avait vu le feu, dormait, la tête renversée en arrière, la bouche ouverte. Quinn se cala dans son siège et ferma les yeux. Mais elle ne dormit pas. À la place, elle vit son père. Sergent-maître artilleur Wade Mercer, tireur d'élite éclaireur, 5 déploiements. Beyrouth, Mogadiscio, Koweït. Un homme qui lisait le vent comme de la poésie et pouvait retenir sa respiration 3 minutes sans bouger. Un homme qui avait appris à sa fille à tirer avant qu'elle apprenne à conduire. Respire lentement. Sa voix résonnait dans la mémoire, par le nez, expire par la bouche. Laisse ton cœur devenir ton métronome. C'est à ce moment-là que tu tires. Elle avait 12 ans, la première fois qu'elle avait touché une cible à 300 mètres. 14 quand elle l'atteignait régulièrement à 600. À 16 ans, elle tirait à un niveau de compétition. Puis, il était tombé malade, cancer du pancréas, stade 4. 6 mois entre le diagnostic et les funérailles. 6 mois à regarder l'homme le plus solide qu'elle eût jamais connu se réduire à rien. Sur son lit de mort, Taïmir, son père, avait tenu sa main avec des doigts qui ressemblaient à des os d'oiseaux. « Tu as le don, scout », avait-il murmuré. Son indicatif radio, le nom qu'il lui avait donné. Ne le gâche pas. Mais elle avait fait une promesse à sa mère ce jour-là. Une promesse prononcée au-dessus de sa tombe pendant que la sonnerie aux morts déchirait le ciel et que les fusils claquaient. « Je ne prendrai jamais d'armes en temps de guerre. Je sauverai des vies, je n'en prendrai pas. » 4 mois plus tard, les tours s'effondraient et Quinn s'était engagée. Pas comme marine, pas comme tireuse d'élite, comme infirmière de combat. Une soigneuse, quelqu'un qui portait des bandages à la place des balles. Pendant 6 ans, elle avait tenu cette promesse, à travers l'enfer de Falloujah, à travers le sang de Moussa Kalla, à travers le nombre sans fin de victimes à Garmsir. Elle avait suturé, stabilisé, sauvé. Elle avait injecté de la morphine, extrait des éclats, prononcé l'heure du décès quand plus rien n'était possible. Et jamais, pas une seule fois, elle n'avait touché un fusil. L'avion trembla. Quelqu'un toussa. Le chargeur de vol fit un autre passage dans la soute. Quinn rouvrit les yeux et fixa le plafond courbé en métal. 4 heures avant l'atterrissage, 4 heures avant de recommencer. Elle vérifia sa sacoche médicale une dernière fois. Garrot, compresse hémostatique, kit de décompression par aiguille, perfusion, morphine, les outils de son métier, les outils qui maintenaient la promesse intacte. Tout était en ordre, tout, sauf cette petite voix verrouillée au fond de sa tête qui chuchotait « Et si cette fois, c'est différent ?» Elle l'étouffa comme elle l'avait étouffé pendant 6 ans, par la discipline, par la concentration, par la certitude froide qu'elle ferait son travail et rien de plus. Le C-130 amorça sa descente vers Kandahar Airfield. Par les hublots, l'Afghanistan s'étendait en contrebas comme une blessure qui ne cicatrisait jamais. Province de Kandahar, 2 heures. La nuit était assez épaisse pour s'y noyer. Quinn la traversait avec le reste de la team Havok, 20 mètres derrière l'élément principal. La vision nocturne transformait le monde en fantôme vert et granuleux. Chaque rocher était une menace potentielle. Chaque ombre pouvait dissimuler la mort. Sa sacoche médicale rebondissait contre sa hanche à chaque pas. 30 kilos de responsabilité, 30 kilos de promesses tenues. Whitfield leva le poing. La colonne se figea. Quinn posa un genou à terre, scrutant leurs 6. Derrière eux, la vallée s'étendait vide et sombre. Devant, le complexe attendait. 6 bâtiments groupés comme des dents cassées. Le renseignement indiquait que leur cible se trouvait dans la structure principale. Le renseignement indiquait aussi une résistance légère. Le renseignement s'était déjà trompé. Les mains de Whitfield tracèrent des signaux. L'équipe se scinda en 2 éléments. Dobrovsky prit 4 marines sur la gauche. Calloway et 3 autres partirent à droite. Whitfield et le reste droit au centre. Quinn resta là où on lui avait dit de rester. Position arrière. Aussi sûr que pouvait l'être un endroit pareil. Les équipes avancèrent comme de la fumée. Elle compta les battements de cœur, contrôla sa respiration, écouta les échanges radio dans son oreillette. Havok 1 en position, Havok 2 prêt, Havok 3 paré. La voix de Whitfield trancha. Exécuté, exécuté, exécuté. La nuit explosa en plein jour. Les grenades à percussion détonnèrent avec une fureur blanche.
Les portes volèrent en éclats sous les charges de brèche. Des cris en pachtou et en anglais s'entremêlèrent. Le craquement sec des M4. La détonation plus grave des AK-47 en réponse. Le monde de Queen se réduisit au trafic radio et aux éclairs de bouche. Contact, devant, pièces dégagées, progression vers structure 2, tango neutralisé. 2 minutes, 3, 5. Puis la voix de Dobrovsky, tendue mais maîtrisée. Avoc 1, ici Avoc 2. On a le paquet. Mouvement vers le point de ralliement. Reçu. Tous les éléments, repli sur le point de ralliement alpha. Les tirs se raréfièrent, puis cessèrent. Le silence revint comme de l'eau qui remplit un trou. Queen se leva, arme en bandoulière, prête à bouger. Pas de victime signalée. Extraction propre, dans les règles. Elle s'autorisa un petit souffle de soulagement. C'est alors que l'explosion secondaire déchira la nuit. L'onde de choc la percuta comme une chose physique. Queen tomba durement, les oreilles sifflantes, la vision blanche. Des débris pleuvaient du ciel, morceaux de boue, de briques, éclats de bois, choses qu'elle préférait ne pas identifier. Sa radio hurlait. Homme à terre, structure 3 effondrée. Avoc 3, rapport, dit Calloway, la voix tendue. 3 est coincé. Tanner et Pruitt bloqués dans la structure 3. Bâtiment instable, impossible de les atteindre. Whitfield, Toubib, foncez à la structure 3. Maintenant. Queen courait déjà. Elle traversa fumée et poussière, sa sacoche battant contre son dos. La structure 3 ressemblait à quelque chose que Dieu aurait piétiné. Le toit avait disparu. 2 murs tenaient à des angles qui défiaient la physique. Et quelque part dans ce chaos, 2 marines avaient besoin d'elle. Elle trouva l'ouverture et s'y glissa. À l'intérieur régnait l'obscurité et l'odeur de cordite et de cuivre. « Tanner, Pruitt, ici !» La voix était faible, jeune, effrayée. « Toubib, on est là !» Sa lampe les trouva. Caporal Cody Tanner, 23 ans, du Texas quelque part, plaqué contre le mur du fond avec la jambe gauche pliée dans un sens qui serra l'estomac de Queen. Le sang s'accumulait sous lui, noir dans la lumière blanche. À côté de lui, le premier classe Liam Kidd Pruitt, 19 ans, haletant comme un poisson hors de l'eau, plaie thoracique, aspirante, probablement un pneumothorax sous tension. Les 2 en état critique, les 2 en train de mourir. « Je suis là, dit Queen. » Elle posa son kit et se mit au travail. Tanner d'abord, artère fémorale sectionnée, il se vidait de son sang. Elle avait peut-être 90 secondes avant qu'il soit perdu. Ses mains agirent sans réfléchir. Garrot combat application. Haut et serré au-dessus de la blessure. Tournez le cabestan. 1, 2, 3, 4 tours. Verrouillé. Le saignement tomba à un filet. « Reste avec moi, Cody, » dit-elle. Calme, clinique. Tu vas t'en sortir. Elle se tourna vers Pruitt. Ses lèvres bleuissaient. Veine du cou distendue. Trachée, déviée vers la droite. Signe classique. Pneumothorax sous tension. L'air dans la cavité thoracique écrasait le poumon, comprimait le cœur. Elle devait décomprimer. Maintenant. Queen déchira sa chemise, trouva le 2e espace intercostal, ligne médioclaviculaire, l'endroit que ses instructeurs lui avaient fait répéter 1000 fois sur des mannequins. Elle sortit l'aiguille de calibre 14 de son kit. C'est alors que la première détonation claqua au-dessus de sa tête. Elle se baissa instinctivement. D'autres coups suivirent, le rythme staccato des AK-47, proche, trop proche. Sa radio grésilla, la voix de Whitfield tendue. « Toubib, on a du contact. » Q, R, F Taliban inbound par le nord. Au moins 20 combattants. Extraction retardée. Je répète, extraction retardée. Les yeux de Tanner trouvèrent les siens. « Toubib, je sais. » Elle positionna l'aiguille. Personne ne bouge. Elle l'enfonça dans la poitrine de Pruitt. L'air siffla en s'échappant sous pression. Pruitt haleta. Tout ça. Sa couleur commença à revenir, du bleu au gris, puis presque au rose. Dehors, les tirs s'intensifiaient. Queen perfusa Tanner. Sérum salé, débit maximum. Son pouls était filant, mais présent. « C'est long, comment ?» demanda Tanner. Sa voix sonnait lointaine. « L'évacuation, elle arrive ?»« Elle arrive, dit Queen. Elle ne dit pas quand. » Tanner ne demanda pas. Parce qu'ils savaient, tous les deux, dehors, des combattants talibans se rapprochaient. Et à l'intérieur, 2 marines gravement blessées mouraient à petit feu. La seule chose entre eux et la mort, c'était une petite infirmière de combat, avec sa sacoche médicale et une promesse faite à sa mère une éternité auparavant. Queen vérifia l'heure. 2h27.
Le lever du soleil était dans 4 heures. Elle devait les maintenir en vie aussi longtemps. 4 heures. Seulement 4 heures. Dehors, quelque chose explosa. Le bâtiment trembla. La poussière tomba en cascade des murs restants. Elle entendit des voix en pachtou. Tanner regardait quelque chose derrière elle. Ses yeux s'écarquillèrent. « Toubib » souffla-t-il. Son fusil. Quinn se retourna. Là, appuyé contre les décombres, le M40 A5 de Tanner. L'arme qu'il avait portée dans ce complexe. 14 kilos d'acier, de bois et de verre. Un outil conçu pour une seule chose, atteindre des cibles à des distances impossibles et mettre fin à des vies avec précision. Le fusil que son père lui avait appris à aimer. Le fusil qu'elle avait juré de ne jamais toucher. La main de Tanner, celle qui n'était pas attachée à la jambe détruite, s'étira faiblement vers l'arme. Tu dois... Il ne put terminer. Mais Quinn comprit. Il fallait que quelqu'un les protège. Que quelqu'un empêche les talibans de passer par cette brèche et de finir ce que leurs balles avaient croué commencé. Quelqu'un devait tirer. Ses mains, stables à travers chaque opération, chaque traumatisme, chaque cauchemar, ses mains se mirent à trembler. « Je ne peux pas », chuchota-t-elle. « Toubib. » Pruitt, cette fois, à peine conscient, à peine là. « S'il vous plaît. » Dehors, les voix se rapprochaient. Elle entendait des bottes sur les gravats, le claquement métallique des armes qu'on arme. 60 mètres, peut-être, en train de se rapprocher, et dans son esprit, net comme le jour où elle les avait prononcés, ses propres mots au-dessus de la tombe de son père. « Je ne prendrai jamais d'armes en temps de guerre. » Mais elle entendait aussi la voix de son père, une décennie en arrière, apprenant à une fille de 12 ans le vent, la respiration et l'espace entre les battements de cœur. Soigner et protéger, c'est la même miséricorde, Scout. Parfois, il en faut les deux. Quinn regarda Tanner, regarda Pruitt, deux jeunes hommes qui lui faisaient confiance pour les maintenir en vie. Puis elle regarda le fusil. Sa main se tendit, toucha l'acier froid et tira l'arme vers elle, le M40. A5 s'installa contre son épaule comme un retour à la maison. Le fusil avait le goût de la trahison dans ses mains. Pas mécaniquement. Le M40, A5, était parfaitement équilibré. Son poids distribué exactement comme son père le lui avait appris. La lunette était propre. La culasse glissait avec fluidité. Tout dans l'arme était juste. Ce qui sonnait faux, c'était la promesse qui se brisait à chaque respiration. Le cœur de Quinn tambourinait dans ses oreilles. 120 battements par minute, des chiffres d'amateur. Son père aurait secoué la tête. Derrière elle, Tanner émit un son qui était à mi-chemin entre le souffle et la prière. Elle jeta un coup d'œil en arrière. Son visage avait pris la couleur du vieux journal. Choc hémorragique qui progressait. Stade 3, peut-être 4. Le garrot tenait, mais son corps continuait de perdre du sang par des blessures qu'elle ne pouvait pas voir. Pruitt n'allait guère mieux. La décompression lui avait acheté des minutes, pas des heures. Chaque respiration sonnait comme du tissu qui se déchire. Les deux la regardaient, attendant. Dehors, les voix en pachtou se faisaient plus fortes. Des bottes crissaient sur les gravats. 40 mètres, peut-être moins. Quinn pressa sa joue contre la crosse. Trouva la lunette. Le monde se comprima en un cercle de ténèbres teintées de vert. Elle balaya le champ de vision à travers le complexe. Décombres, murs éventrés, fumée dérivant comme des fantômes, puis du mouvement. 3 hommes. Non, 4. Progressant en formation tactique, se couvrant mutuellement, professionnels, entraînés. Le genre de combattants talibans qui avaient survécu assez longtemps pour savoir ce qu'ils faisaient. 30 mètres de l'ouverture dans le mur. Le doigt de Quinn trouva la détente. 900 grammes de pression. C'est tout ce qu'il fallait. 900 grammes entre tenir sa promesse et la briser. Elle hésita. Le réticule vacilla. Et dans ce moment de doute, la voix de son père trancha, claire comme le vent du Montana. Le fusil ne juge pas tes raisons, Scout. Il ne connaît que la physique, le vent, la distance, le battement de cœur. Tout le reste n'est que bruit. C'est toi que tu crées. Elle se força à respirer. Inspiration lente par le nez, expiration encore plus lente par la bouche. Son rythme cardiaque commença à baisser. 120, 110, 100. Le réticule se stabilisa, mais avant qu'elle puisse tirer, quelque chose d'autre capta son attention. Un mouvement sur un toit. À 200 mètres, un homme s'installant en position avec un fusil long, méthodique, patient, construisant un poste de tir avec le soin qui trahit l'entraînement.
et le canon s'orientait vers sa position. Quinn fit un choix. Elle décala sa visée, compensa la distance, 650 mètres selon le télémètre. Le vent venait de l'est, environ 16 km à l'heure. Elle le voyait dans les mouvements de la poussière. Correction en élévation, 12 MOA. Dérive, 2 MOA à gauche. Son doigt se resserra. Elle tira. Le fusil lui frappa l'épaule. Le bruit fut énorme dans l'espace confiné, un choc physique qui fit tressaillir Tanner et halter Pruitt. À travers la lunette, Quinn regarda la trajectoire de la balle. Raté. 4 cm à gauche de la cible. Elle avait sous-compensé la dérive de vent. Le tireur d'élite taliban ne scia pas. Il avait probablement entendu des centaines de balles passer près de lui dans sa carrière. Il s'enfonça plus profond dans sa position, traquant son éclair de bouche. Quinn arma la culasse, lisse, automatique. Mémoire musculaire forgée par des milliers de répétitions sur un stand du Montana, quand elle avait 14 ans. Elle recalcula. Le vent était plus capricieux qu'elle ne l'avait estimé. 19 km à l'heure, pas 16, venant quart arrière depuis le sud-est. Élévation 12 MOA. Dérive 3,5 MOA à gauche. Presse la détente, ne tire pas. Laisse le coup te surprendre. Le fusil tira de nouveau. À travers la lunette, elle vit l'impact, plein centre. Le tireur se convulsa une fois, puis bascula en arrière du toit. Pendant 3 secondes, Quinn oublia comment respirer. Elle venait de tuer un homme. Après 6 ans à tenir sa promesse, 6 ans à soigner plutôt qu'à blesser, 6 ans à être la personne que sa mère voulait qu'elle soit. Un coup de feu. C'était tout ce qu'il avait fallu pour la briser. Sa radio grésilla. La voix de Dobrovsky, confuse et aiguisée. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui tire ? Avoc 3. » Quinn saisit son micro avec des mains tremblantes. « Avoc 1. Ici Toubib. J'ai neutralisé un tireur d'élite. 200 mètres nord, sur un toit. Silence sur le canal. » Puis la voix de Whitfield, soigneusement contrôlée. « Répétez, Toubib, vous avez fait quoi exactement ? » Un sniper taliban avait position sur notre emplacement. J'ai éliminé la menace. Une pause, plus longue cette fois. La voix de Calloway s'intercala, plus douce que les autres, mais d'une intensité singulière. Toubib, c'était un tir à plus de 600 mètres, par vent traversier. Qui vous a appris ça, Yetiza ? J'expliquerai plus tard, Gunny. Pour l'instant, j'ai 2 blessés critiques et d'autres contacts qui approchent, parce que les 4 combattants qu'elle avait repérés plus tôt sprintaient maintenant vers sa position. Ils avaient vu leur tireur tomber. Il s'avère que quelqu'un ripostait et il voulait du sang. Quinn arma la culasse, acquit la première cible, homme de tête, progression rapide, 50 mètres environ. Le tir sembla plus facile cette fois. Distance plus courte, moins de vent, moins de temps pour penser aux promesses et aux mères et au poids que représente le fait de prendre une vie. Elle tira. L'homme tomba. Arma la culasse, deuxième cible, tira. Touché. Les 2 combattants restants plongèrent derrière un mur en ruine. Intelligents. Ils allaient réévaluer la situation, comprendre à quoi ils avaient affaire. Ça lui achetait peut-être 2 minutes. Quinn posa le fusil et se retourna vers ses patients. Les yeux de Tanner étaient mi-clos. Mauvais signe. Elle vérifia son pouls. Filant, rapide, faible. Elle avait besoin de lui injecter plus de liquide, mais ses réserves de perfusion étaient limitées. « Reste avec moi, Cody. » Elle lui claqua légèrement le visage. Ses paupières battirent. « J'ai besoin que tu restes éveillé. Tu comprends ? Continue à me parler. Toubib. » Sa voix était à peine là. Ce tir, comment est-ce que tu... Pas important pour l'instant. Elle vérifia Pruitt. Sa respiration s'était à nouveau détériorée. La décompression perdait de son efficacité. Il faudrait peut-être en faire une deuxième. Derrière elle, un bruit. Pas depuis la brèche. D'en haut. Quelqu'un sur ce qui restait du toit. Quinn saisit le fusil et roula sur le dos, visant vers le haut. Une silhouette apparut dans le trou où se trouvait autrefois le plafond. Pendant une demi-seconde, son doigt se tendit sur la gâchette. Puis elle vit le patch du drapeau américain. Calloway se laissa tomber à l'intérieur avec la chute contrôlée de quelqu'un qui avait effectué des milliers d'entrées en bâtiment. Il atterrit en accroupissement, arme haute, balayant la pièce. Ses yeux la trouvèrent le fusil dans ses mains, trouvèrent les 2 blessés derrière elle. Point de situation. Tanner
Artère fémorale sectionnée, garrot appliqué, choc hémorragique, stade 3. Pruite, pneumothorax sous tension, décompressé une fois, nouvelle intervention peut être nécessaire, les deux critiques. Les deux ont besoin d'une intervention chirurgicale dans l'heure, sinon ils n'y arrivent pas. Calloway hocha la tête une fois, puis ses yeux revinrent sur le fusil. C'est un sacré tir que vous avez fait, Toubib. Un tir chanceux. Non. La voix de Calloway était plate, certaine. C'était un engagement à plus de 800 mètres par vent traversier. Personne ne réussit par chance à cette distance. Qui vous a appris ? Mon père ? Votre père, il réfléchit. Sergent-maître, artilleur, Wade Mercer, tireur d'élite éclaireur, Marine Corps. Quelque chose bougea dans l'expression de Calloway. De la reconnaissance peut-être, ou du respect, difficile à lire, avec un homme comme Stone. Mercer, répéta-t-il. Je connais ce nom. Beyrouth. L'équipe RPG à 1200 mètres. Il a sauvé la moitié d'un bataillon. C'était lui. Quinn ne répondit pas. Calloway l'étudia un moment encore. Puis il appuya sur son radio. Avoc 1, ici Avoc 3. Je suis avec Toubib et les blessés. Elle est vraiment ce qu'on dit. Quoi que dise son dossier, ajoutez-y tireur désigné. La réponse de Whitfield était brève. Reçu. Peut-on les bouger ? Calloway regarda Tanner, regarda Pruitt, regarda le sang qui s'accumulait sur le sol. Négatif. Trop instable. Il faut amener le Bird, ici. Le Bird ne vient pas. LZ trop chaude. Au moins 20 talibans convergent sur notre position. On doit se replier sur le point de ralliement alternatif et appeler l'extraction de là-bas. Ces deux-là n'iront pas aussi loin, Gunny. Alors on les porte. Quinn secoua la tête. Tanner tient à peine. Le déplacer l'achève. Pruitt aussi. Ils doivent rester immobiles. Il leur faut un chirurgien. Des choses que je ne peux pas leur donner ici. La mâchoire de Calloway se contracta. Il savait qu'elle avait raison. Ils le savaient tous. La radio grésilla. La voix de Dobrovsky, tendue. Avoc 1. Mouvement partout sur la carte. Dans peu de temps, cet endroit va être très peuplé. Whitfield prit la décision. Tous les éléments, repli sur la structure 3. On tient ici jusqu'à ce qu'on puisse obtenir une évacuation. Toubib, combien de temps pouvez-vous maintenir ces marines en vie ? Quinn regarda sa montre. 2h24. Regarda Tanner. Regarda Pruitt. Aussi longtemps qu'il le faudra, sergent-chef. Ça me suffit. Avoc, en route. Les 3 minutes qui suivirent furent du chaos organisé. Le reste de la team Avoc s'engouffra dans la structure en ruine. 8 marines et marins se mouvant avec la fluidité de gens qui s'entraînaient ensemble depuis des années. Ils établirent des positions défensives, champs de tir se chevauchant, chaque angle couvert. Whitfield apparut à côté de Quinn, observa les blessés, l'observa elle. « Qu'est-ce qu'il vous faut, Toubib ? » ?»« Du temps, et que personne d'autre ne se fasse toucher. On fera de notre mieux sur le second point. » Il marqua une pause. « Ce tireur que vous avez descendu, Calloway dit que c'était plus de 800 mètres. »« 650, sergent-chef. Dans le noir, par vent traversier. Premier tir raté, deuxième tir mortel. » Quinn ne dit rien. Whitfield n'avait pas changé d'expression, mais quelque chose dans ses yeux avait bougé. Un recalcul. « Votre père vous a appris ça, ça. Sergent-chef, pourquoi vous n'avez pas mis ça dans votre dossier de service ?» La question flottait entre eux comme de la fumée. Quinn aurait pu expliquer, aurait pu lui parler de la promesse de sa mère de 6 ans passés à fuir le talent qui lui venait le plus naturellement. Au lieu de ça, elle dit « Ça ne semblait pas pertinent, sergent-chef. » Avant que Whitfield puisse répondre, le monde dehors explosa en fusillade. Les talibans étaient arrivés en force. La voix de Dobrovsky coupa le vacarme. « Contact nord, cible multiple. »« Contact est !» cria quelqu'un d'autre. Les marines ripostèrent. Le bruit était assourdissant dans l'espace confiné. Une canonnade continue de M4 à laquelle répondait le claquement plus sec des AK-47. Quinn s'abaissa sur ses patients, tentant de les couvrir de son corps. Elle vérifia le pouls de Tanner. Toujours là, à peine. Elle pressa un nouveau flacon de sérum dans sa perfusion. Une balle perça le mur à 15 cm de sa tête. La poussière de béton lui explosa au visage. Elle ne scia pas. Elle ne pouvait pas. Sa main resta stable sur la tubulure. Calloway surgit à son épaule. Il dut crier pour se faire entendre. « Toubib, on a un problème. »
Elle leva les yeux, Calloway désigna le mur est, ce qu'il en restait. À travers les brèches, elle voyait des éclairs de bouche, beaucoup. Depuis une position en hauteur, à peut-être 700 mètres, une équipe de mitrailleuses. Ils nous clouent au sol. Chaque fois que quelqu'un essaie de riposter, il se fait supprimer. On ne peut pas trouver l'angle. Il s'arrêta. Mais quelqu'un positionné côté nord de ce bâtiment pourrait prendre le tir. Leurs regards se croisèrent. « Non, dit Quinn. Je suis infirmière, j'ai 2 marines mourants ici. Je ne peux pas les laisser pour aller tirer. Si vous ne tirez pas, on mourra tous. Cette équipe de mitrailleuses va nous clouer ici jusqu'à ce que les talibans amènent des RPG. Ensuite, c'est terminé. » Quinn regarda Tanor. Ses yeux étaient transformés, le pouls filant mais présent. Elle avait tout fait pour lui. Le garrot tenait. La perfusion coulait. Il n'y avait plus rien d'autre à faire qu'attendre et prier. Pruitt respirait seule, superficiellement, douloureusement, mais régulièrement. Elle regarda Calloway. Jusqu'où ? 700 mètres, en montée. Le vent a forci environ 19 km/h, quart arrière depuis le sud. Il me faut quelqu'un pour surveiller les blessés pendant que je suis parti. Dobrovsky, sur moi. Le grand sergent-chef arriva 30 secondes plus tard, haletant, le visage strié de poussière et de sueur. Quoi ? Surveille les blessés. Toubib va tirer. Dobrovsky regarda Quinn, regarda le fusil dans ses mains, regarda les 2 marines au sol. Vous êtes sérieux ? 700 mètres, dit Calloway, équipe de mitrailleuses. Toubib est la seule à avoir l'angle. L'expression de Dobrovsky traversa l'incrédulité, la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à une résignation sombre. Bien. Mais s'il crève pendant que vous êtes parti, je vous en rends responsable. C'est juste, dit Quinn. Elle prit le M40A5 et suivit Calloway jusqu'au mur nord. La position qu'il lui indiqua laissait à peine la place pour une personne, une brèche dans les gravats qui offrait une ligne de visée vers la position en hauteur, d'où l'équipe de mitrailleuses opérait. Elle les voyait maintenant dans la lunette. 2 hommes, l'un alimentant les munitions, l'autre derrière l'arme. Professionnel, discipliné, ce genre d'équipe qu'il avait fait avant. « Vent ?» demanda-t-elle. Calloway tendit la main en l'air pour tester. 19, peut-être 20 km/h, sud-sud-est, portée 700 mètres, différence d'élévation 13 mètres, tir en montée. Quinn calcula mentalement. Ce que son père lui avait appris sur un après-midi de soleil au Montana quand elle avait 13 ans. Chute balistique à 700 mètres, environ 150 cm. Mais tirer en montée modifiait les effets de la gravité sur la trajectoire. Il fallait traiter le tir comme s'il était à peut-être 650 mètres. Dérive par vent à 20 km/h avec du point 308 Winchester, environ 70 cm à 700 mètres. Elle régla la lunette. Élévation 11 m OA. Dérive 4 m OA droite. Sa respiration se stabilisa. Inspiration lente, expiration encore plus lente, le rythme cardiaque en train de chuter. 90, 80, 70. Le réticule se posa sur le centre de masse du tireur. Elle tira. Le fusil recula. À travers la lunette, elle suivit le temps de vol de la balle. Presque 2 secondes complètes. Le tireur tressauta, trébucha, s'effondra. L'alimenteur en munitions regarda autour de lui, désorienté, cherchant d'où venait le tir. Quinn arma la culasse, lisse, automatique. Acquit la 2e cible. Tira. Touché. La mitrailleuse se tut. Calloway laissa échapper un souffle qu'il retenait probablement depuis qu'elle avait commencé à viser. Bon Dieu, Toubib. Quinn posa le fusil et s'écarta du mur. Ses mains tremblaient maintenant, décharge d'adrénaline retardée. Elle venait de tuer 3 hommes en 20 minutes. 3 hommes qui auraient tué son équipe. 3 hommes qui ne lui avaient laissé aucun choix. Mais 3 hommes quand même. « Il faut que je retourne à mes patients, dit-elle. Calloway lui attrapa doucement le bras. Toubib, je tire depuis 23 ans. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai été bien formé. C'est plus que de la formation. Vous avez quelque chose de rare. C'est une malédiction, dit Quinn à voix basse. Puis elle dégagea son bras et retourna vers Tanner et Pruitt. Dobrovsky leva les yeux à son approche. Ils respirent encore. À peine. C'est tout ce qu'on peut demander. La fusillade dehors commençait à se ralentir. Les talibans avaient perdu leur équipe de mitrailleuses. Leurs tireurs étaient morts. Ils se repliaient, se regroupaient. La voix de Whitfield passa en revue les éléments.
Les réponses revinrent une par une. Blessures légères, pas de victimes critiques, munitions à 60%. Toubib, situation sur les blessés? Quinn vérifia les deux marines. Stable pour l'instant, sergent-chef, mais il leur faut une intervention chirurgicale rapidement. Reçu. Avoc base, ici Avoc 1. Demande d'évacuation médicale immédiate, confirmée réception. La réponse était chargée de parasites, mais suffisamment claire. Avoc 1, Bird inbound, ET, à 12 minutes. Mais LZ, toujours chaude, vous devez la dégager. Reçu, on la dégage, Avoc terminé. Whitfield réapparut à côté de Quinn. Est-ce qu'ils tiennent encore 12 minutes? Elle voulait dire oui. Voulait lui donner la réponse dont il avait besoin. Au lieu de ça, elle dit « Je ne sais pas, sergent-chef ». Il hocha la tête, apprécia l'honnêteté. Alors on fait en sorte qu'ils y arrivent. Équipe, écoutez-moi. On bouge vers la LZ de alternative. 200 mètres au nord. Toubib et Calloway restent avec les blessés. Tout le monde d'autre, on dégage cette LZ et on la tient jusqu'à l'arrivée du Bird. Les marines sortirent. 8 ombres disparaissant dans l'obscurité. Et puis il n'y avait plus que Quinn, Calloway, Tanner, Pruitt et le son de la fusillade au loin. Quinn retourna au travail, vérifia les constantes, ajusta les perfusions, surveilla la respiration, ce qu'elle pouvait contrôler. Calloway montait la garde à la brèche, fusil prêt. Les minutes rampèrent comme des êtres blessés. Les yeux de Tanner s'ouvrirent. Toubib. Je suis là, Cody. On a réussi pour le paquet? Oui, la mission est terminée. Maintenant, on doit juste te ramener à la maison. D'accord. Ses yeux recommençaient à se fermer. Elle à Dallas. Mélissa, elle attend que je rentre, qu'elle va vouloir se marier. C'est bien. Comment elle est? Elle est... Ses yeux se fermèrent. Cody. Quinn vérifia son pouls. Toujours là. Il venait juste de perdre conscience, son corps mettant en veille les fonctions non essentielles pour préserver le cœur et le cerveau. Elle regarda sa montre. 2h43. Encore 8 minutes avant l'hélicoptère. 8 minutes pour les maintenir en vie. Dehors, les tirs s'intensifièrent. Les Marines dégageaient la LZ, faisaient leur travail pour qu'elle puisse faire le sien. Calloway jeta un coup d'œil en arrière. « Ça tient ?»« On tient. » La voix de Calloway la fit sursauter. Toubib. Du mouvement. Beaucoup. Elle leva les yeux vers la brèche. Des silhouettes dans l'obscurité. 20, peut-être plus. Les talibans ne se regroupaient pas. Ils attaquaient. Et cette fois, ils venaient pour de vrai. Quinn saisit le fusil avec des mains qui ne tremblaient plus. Combien de cartouches? Calloway vérifia le chargeur. 4. Alors j'ai intérêt à les utiliser intelligemment. Elle prit position. À travers la lunette, elle sélectionna ses cibles. Distance 300 mètres et elle se rapprochait. Vent négligeable à cette distance. Elle tira, arma, tira. 2 cibles au sol, 2 cartouches restantes. Les talibans continuaient d'avancer. Calloway tirait aussi, maintenant. Son fusil claquait méthodiquement avec la retenue du professionnel. Mais ils étaient trop nombreux. Ils allaient être débordés. Quinn tira sa 3e cartouche. Touché. Une balle de rechange. À travers la lunette, elle repéra un homme qui se déplaçait différemment des autres. Il dirigeait, commandait, un chef. Elle le suivit, laissa sa respiration se calmer. Ce tir comptait. Elle tira. Le chef s'effondra. L'avance des talibans vacilla. La confusion se propagea dans leurs rangs. Et dans ce moment d'hésitation, la nuit s'illumina du son le plus beau que Quinn eût jamais entendu. Des rotors. Le Black Hawk arriva bas et vite. Les armes de cabine crachotaient, les traçantes découpant les ténèbres comme des étoiles en colère. Les talibans se dispersèrent. Toubib, équipe de brancardiers unbound, préparait ses marines à bouger. Quinn posa le fusil et se retourna vers ses patients. Tanner était inconscient, mais vivant. Pruitt faiblissait, mais respirait encore. 2 marines firent irruption dans la brèche portant un brancard, puis 2 autres avec un deuxième. Ils chargèrent Tanner en premier. Fluide, professionnel, 6 ans d'entraînement compressé en 30 secondes d'exécution parfaite, puis Pruitt. « Toubib, à vous !» cria Calloway. Quinn attrapa sa sacoche médicale et courut. L'hélicoptère reposait dans la clairière comme un ange de métal, les rotors hurlant, la porte mitrailleuse encore en action. Elle aida à charger les brancards, monta à bord. Le chef d'équipage travaillait déjà sur Tanner, posant de nouvelles perfusions. Quinn se retourna pour aider avec Pruitt.
C'est là qu'elle sentit le premier impact. Ça ne faisait pas mal. Pas d'abord, juste une pression, comme si quelqu'un l'avait frappée à l'épaule avec suffisamment de force pour la faire pivoter à demi. Puis, le feu. Elle baissa les yeux, vit la tache sombre qui s'élargissait sur son uniforme, juste sous sa clavicule droite. La deuxième balle la toucha au côté gauche. Elle sentit des côtes se fissurer, sentit quelque chose de chaud se répandre sous son gilet par balle. La troisième et la quatrième atteignirent sa cuisse gauche en succession rapide. Sa jambe céda. Elle tenta de rester debout, tenta d'atteindre Pruitt. La cinquième balle lui déchira l'abdomen, cadran inférieur droit. Elle la sentit trouer le muscle et se loger quelque part en profondeur. Ses jambes lâchèrent complètement. Elle tomba. Entendit Calloway crier le mot « infirmière ». Entendit les moteurs de l'hélicoptère s'emballer. La sixième balle lui atteignit le mollet droit au moment où elle s'effondrait. La septième lui frappa l'épaule gauche au moment où elle heurtait le pont. 7 balles, 7 impacts, 7 promesses brisées. Le chef d'équipage était sur elle immédiatement, les mains bougeant avec la même précision qu'elle avait utilisée sur Tanner et Pruitt quelques minutes auparavant. « Restez avec moi, Toubib, restez avec moi. » Mais le noir se refermait vite comme de l'eau qui remplissait ses poumons. À travers le tunnel qui se rétrécissait dans sa vision, elle vit le visage de Calloway, vit qu'il lui prenait la main. « Tu as bien fait, Scout, » disait-il, ou peut-être qu'elle imaginait. « Tu as bien fait. » L'hélicoptère décolla. Elle sentait les forces G, entendait encore l'arme de cabine crépiter, des balles talibanes poinçonnant la peau mince de l'appareil, touchant rien, touchant tout. La voix de son père lui vint alors, claire, certaine. « Les 2 mains, Scout. Il t'en fallait les 2. Je suis fier de toi. »« Papa ?» chuchota-t-elle, mais il était parti. Et elle aussi. La douleur fut la première chose qui revint, pas d'un coup. La douleur ne fonctionnait pas ainsi. Elle s'infiltrait comme l'eau dans les fissures, une sourde pulsation dans l'épaule, un feu vif dans l'abdomen, une douleur profonde qui semblait venir des os eux-mêmes. Quinn ouvrit les yeux. Plafond blanc. Lumière d'étille fluorescente. L'odeur antiseptique d'un hôpital qui tentait très fort de dissimuler les effluves sous-jacentes de sang, d'infection et de peur. Elle essaya de bouger. Son corps lui renvoya une cascade de protestations. Chaque muscle, chaque articulation, chaque terminaison nerveuse criant dans une rébellion unifiée. Un visage apparut au-dessus d'elle, âgé, bienveillant, portant la blouse blanche d'un médecin. « Bienvenue parmi nous, second maître Mercer. » L'accent était allemand, doux, précis. « Vous êtes au Ramstein Medical Center. Vous êtes ici depuis 6 jours. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé ?» La gorge de Quinn était sèche. Elle essaya de parler, rien ne sortit. Le médecin porta une tasse avec une paille jusqu'à ses lèvres. L'eau avait un goût de miséricorde. « L'Afghanistan, parvint-elle à dire. Le complexe. Vous avez pris 7 balles. » Il tira une chaise, s'y installa comme un homme qui avait prononcé ce discours auparavant. 2 projectiles dans l'épaule droite, 1 dans le côté gauche, 2 côtes fissurées, mais le poumon manquait de 6 mm. Vous avez eu beaucoup de chance là. 2 dans la cuisse gauche, l'un d'eux a effleuré l'artère fémorale. 1 dans l'abdomen, qui, inexplicablement, a évité chaque organe vital. Et 1 dans le mollet droit, qui a fracassé le péroné. 7 balles. Elle les avait comptées en les recevant, ressentit chacune d'elles comme des mathématiques terribles. « Tanner et Pruitt, dit-elle. L'expression du médecin s'adoucit. « En vie. Les 2. Vos soins les ont maintenus stables assez longtemps pour atteindre l'intervention chirurgicale. Le caporal Tanner a perdu la jambe sous le genou, mais il marchera à nouveau. Le premier classe Pruitt récupère bien, poumons réinflés, aucune lésion permanente. » Il marqua une pause. « Il demande de vos nouvelles quotidiennement. » Toute l'équipe le fait. Quinn ferma les yeux. Ils s'en étaient sortis, tous les 2. La promesse qu'elle avait tenue avec ses mains, la promesse médicale, avait tenu, même après avoir brisé celle de son cœur. « Il y a quelqu'un qui souhaite vous voir, » dit le médecin, « si vous vous en sentez la force. » Elle hocha la tête. Le médecin s'écarta. Une autre silhouette prit sa place. Le premier maître Harlow, le cil qu'il avait trouvé dans les décombres. Il semblait plus vieux sous la lumière de l'hôpital, les rides autour de ses yeux plus marquées que dans son souvenir. « Second maître Mercer, dit-il, formel, respectueux. »« Premier maître.
J'attendais de pouvoir vous dire ça depuis 6 jours. Il tira une chaise à côté de son lit et s'assit. Ce que vous avez fait là-bas était extraordinaire. Pas seulement le tir, même si c'était autre chose. Vous avez maintenu 2 marines en vie sous le feu pendant 38 minutes. Vous avez engagé des cibles à des distances que la plupart des tireurs entraînés n'essaieraient pas en plein jour. Vous avez fait preuve du sang-froid sous pression qu'on passe des années à essayer d'enseigner. Quinn ne dit rien. Qu'y avait-il à dire ? Harlow se pencha légèrement en avant. Votre père, sergent-maître artilleur Wade Mercer, je n'ai jamais servi avec lui, mais je connaissais le nom. Tout le monde connaissait ce nom. Beyrouth, l'équipe RPG, 1200 mètres, vent à 30 km/h, 300 marines sauvées. C'était lui. Il m'a appris à tirer dès l'âge de 10 ans. Pourquoi vous ne l'avez pas poursuivi ? Pourquoi devenir infirmière plutôt que tireuse d'élite ? La question flottait dans l'air stérile. Quinn regarda le plafond, les lumières qui bourdonnaient de leur certitude électrique. « J'ai fait une promesse, dit-elle finalement, à ma mère au-dessus de sa tombe, que je ne prendrai jamais d'armes en temps de guerre, que je sauverai des vies, pas que j'en prendrai. » Harlow fut silencieux un moment. « Et maintenant, je l'ai brisé. » « Non. » Sa voix était ferme. « Vous ne l'avez pas brisé, vous l'avez fait évoluer. Il y a une différence. Vous avez sauvé Tanner et Pruitt avec des compétences médicales. Vous avez protégé toute l'équipe avec votre tir de précision. Ce n'est pas briser une promesse, c'est comprendre que soigner et protéger sont 2 formes de la même chose. Quelle chose ? La miséricorde. Le mot resta entre eux. Le médecin revint avant que Quinn puisse répondre. C'est suffisant pour aujourd'hui, premier maître. Elle a besoin de se reposer. Harlow se leva. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, second maître. Vous avez des compétences trop précieuses pour être gâchées. Et plus important encore, vous avez le cœur pour les mettre au service des autres. Il sortit. Le médecin administra quelque chose dans sa perfusion. Le monde s'adoucit au bord. En glissant vers le sommeil, Quinn entendit la voix de son père, claire comme le vent du Montana. Soigner et protéger, scout. Les 2 mains, même dessin. Les 6 semaines qui suivirent furent une étude en souffrance contrôlée. 5 opérations pour nettoyer les plaies, extraire les balles, réparer ce qui pouvait l'être. 3 des projectiles avaient été extraits avec succès. 3 demeuraient enfouis trop profondément dans le tissu cicatriciel pour être retirés sans danger. Le médecin dit qu'elle ferait sonner les détecteurs de métaux pour le restant de ses jours. La kinésithérapie était pire que les opérations. Réapprendre à marcher, reconstruire des muscles atrophiés, chaque pas était une négociation avec une douleur qui ne disparaissait jamais tout à fait. Mais Quinn en avait enduré de pire. Elle avait regardé son père se consumer en 6 mois. Elle avait recousu des marines pendant qu'il hurlait. Elle avait senti 7 balles la traverser et avait continué à respirer assez longtemps pour que le medvac arrive. Ça, c'était juste de la douleur. La douleur, elle pouvait s'en accommoder. Ce qu'elle ne pouvait pas gérer, c'était l'appel téléphonique qu'elle savait devoir passer. Elle le repoussa pendant 5 semaines. Se trouva des excuses. Se dit que sa mère n'avait pas besoin de savoir encore. Que ça ne ferait qu'inquiéter. Mais la vérité était plus simple et plus lâche. Elle avait peur. Finalement, par un gris matin de février, avec la pluie qui rayait la fenêtre, elle appela. Sa mère décrocha à la 3e sonnerie. « Qui, ma chérie ? Je pensais justement à toi. » La voix était chaleureuse, familière. Elle serra la poitrine de Quinn d'une façon qui n'avait rien à voir avec ses côtes fissurées. « Bonjour, maman. Tu as l'air fatiguée, tu dors assez ? La marine ne t'en demande pas trop, j'espère. Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose. » La chaleur se transforma en quelque chose de prudent. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Quinn prit une inspiration. « J'ai été blessé en Afghanistan il y a 7 semaines. Je vais bien maintenant. Je suis à Ramstein en convalescence. » Silence. Puis... « Blessé ? Comment ? C'était grave. 7 balles, mais je vais bien, je guéris. Les médecins disent que je récupérerai complètement. 7. La voix de sa mère se brisa. « Oh mon Dieu, Quinn, mon bébé. Je vais bien, maman, je te promets. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu étais dans un combat ? C'était le moment, le bord de la falaise. Oui, dit Quinn. J'ai dû tirer pour protéger des marines blessées pendant que je les maintenais en vie. J'ai pris un fusil et je m'en suis servi.
Le silence qui suivit était différent du premier, plus lourd, chargé de 6 ans de promesses et d'une décennie de deuil. « Tu as brisé ta parole ?» dit finalement sa mère. « Oui. Tu m'avais promis. Au-dessus de la tombe de ton père, tu m'avais promis. »« Je sais. Comment as-tu pu ? Pas de la colère. Pire que ça. De la déception, de la blessure. » Quinn ferma les yeux. Parce que 2 marines mouraient et que j'étais la seule à pouvoir les protéger pendant que je les maintenais en vie. Parce que papa m'a appris à tirer exactement pour une raison comme celle-là. Parce que parfois, il faut les 2 compétences pour sauver des vies. « Ton père, » dit sa mère avec amertume, « toujours ton père. Il t'a rempli la tête de ces belles histoires sur les fusils et l'honneur. Et il a sauvé 300 hommes à Beyrouth, maman. Et ça l'a tué. Peut-être pas les balles, peut-être pas directement, mais ça l'a tué quand même. Le cancer, le stress, les années à porter ce poids, ça l'a tué. Et je ne voulais pas que ça te tue, toi aussi. » Quinn sentit des larmes sur son visage. Quand avait-elle commencé à pleurer ? « Je suis désolée, » chuchota-t-elle. « Je suis désolée d'avoir brisé ma promesse, mais je ne regrette pas d'avoir sauvé ces hommes. » Sa mère pleurait aussi. Quinn l'entendait dans sa respiration. « Je sais, » dit-elle, « Dieu me pardonne, je sais. C'est juste que je voulais mieux pour toi. Différent. Je sais. » Elles restèrent avec leur deuil partagé un moment. 2 femmes séparées par un océan et une guerre et un homme mort qui avait laissé des empreintes trop grandes pour être évitées. « Rentre quand tu pourras, » dit finalement sa mère, « quand il te libère. On parlera vraiment. »« D'accord. Je t'aime, Quinn. »« Je t'aime aussi, maman. » La ligne mourut. Quinn posa le téléphone et fixa le mur jusqu'à ce qu'une infirmière vienne prendre ses constantes. 4 mois plus tard, Quinn se tenait sur le tarmac de Fort Bragg et regardait le soleil de Californie peindre les montagnes en or. Elle avait été déclarée apte au service 3 semaines auparavant. Pleine autorisation médicale. Les balles encore dans son corps étaient classifiées comme risque acceptable. Les cicatrices s'estomperaient un jour. Ou pas, ça n'avait plus beaucoup d'importance. Ce qui importait, c'était se tenir devant le bureau du sergent-chef Whitfield avec son dossier de service ouvert sur la table. « Vous m'avez demandé de passer, sergent-chef ?» Whitfield leva les yeux. Son expression était illisible. « Asseyez-vous, Mercer. » Elle s'assit. « J'ai parlé à certaines personnes, » dit Whitfield. « Le premier maître Harlow, le colonel Sterling à SOCOM, quelques responsables à haut niveau. » Il posa la main sur le dossier. « Ils veulent bon vous reclasser. » Il fit pivoter le dossier pour qu'elle puisse le lire. Sur le dessus se trouvait un formulaire qu'elle n'avait jamais vu. Officiel, dense en jargon militaire, mais des mots-clés lui sautèrent aux yeux. Infirmière de combat amphibie spéciale. Tireur désigné. SDM. Nouveau programme qu'il teste, dit Whitfield. Des infirmières de combat avec entraînement avancé en combat et capacité de tir de précision. Opérateur à double rôle. Vous seriez l'une des premières, peut-être la première. Quinn relut le formulaire. Les mots vacillaient légèrement. « Je suis infirmière, sergent-chef. »« Vous l'êtes, et vous êtes aussi l'une des meilleures trouilleuses-tireuses naturelles que j'ai vues en 20 ans de service. La question est de savoir si vous êtes prête à être les 2. »« Ma mère n'est pas dans l'armée, » dit Whitfield sans méchanceté. « Je suis au courant de la promesse, Mercer. Harlow m'en a parlé, et je la respecte. Mais vous devez décider si cette promesse vous sert encore, si elle sert les gens que vous essayez de sauver. » Il se cala dans sa chaise. « Tanner va se faire ajuster sa prothèse la semaine prochaine. Il remarche. Il dansera à son mariage, verra sa fille naître l'année prochaine. Pruitt est retourné dans sa famille en Ohio. Les 2 vivants parce que vous les avez maintenus ainsi avec vos compétences médicales et protégés avec votre tir. » Il marqua une pause. « C'est ça, ce programme. Pas choisir entre 2 compétences. Maîtriser les 2. Quand faut-il que vous ayez une réponse ? Fin de semaine. Parlez à l'équipe d'abord. Faites-vous une idée avec qui vous travailleriez. » Elle se leva. « Merci, sergent-chef. » Whitfield attendit qu'elle se retourne. « Quelle que soit votre décision, vous avez fait un travail remarquable là-bas. Votre père aurait été fier. » Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne l'avait attendu. Elle sortit avant qu'il puisse voir son visage. La team Avoc faisait des exercices quand elle les trouva.
Combat en zone urbaine, progressant à travers un village reconstitué avec la coordination fluide que seule la confiance et la répétition rendent possible. Elle observa depuis la passerelle d'observation, reconnut la plupart des visages, Dobrovsky, Calloway, quelques nouveaux. Quand l'exercice se termina, Calloway la repéra. Il courut vers elle, le visage fendu d'un sourire rare. « Toubib, tu es de retour. » La nouvelle se répandit vite. En quelques minutes, elle était entourée. Dobrovsky l'écrasa dans une étreinte qui fit protester ses côtes. D'autres lui serrèrent la main, demandèrent comment elle se remettait, lui dirent qu'elle avait bonne mine. Elle avait l'impression d'être un fantôme qui rendait visite à ses propres funérailles. Whitfield arriva et les rappela au garde-à-vous. « Écoutez-moi. Mercer envisage de rejoindre le programme SCDM, ce qui signifie qu'elle serait avec nous en permanence. Médecine et tir, les deux. » Il regarda autour de lui. Question ou doute, c'est maintenant. Un nouveau visage s'avança. Sergent-chef de première classe, Kurt Dalloway, 1m90, bâti comme un linebacker, visage qui avait l'air d'avoir eu un désaccord avec un mur de béton et d'en être sorti perdant. Sans vouloir manquer de respect, Toubib, dit Dalloway, peut-on vraiment faire les deux? Médecine de combat et tir de précision. Essayer de maîtriser deux choses, c'est souvent en maîtriser aucune. Ce n'était pas hostile, juste du scepticisme professionnel. Quinn rencontra son regard. Question légitime, sergent-chef. J'ai vu des opérateurs essayer la formation croisée. Ça se termine généralement avec quelqu'un de blessé parce qu'il pensait à la mauvaise chose au mauvais moment. Je comprends votre inquiétude. Un autre nouveau visage, jeune, ne pouvant pas avoir plus de 20 ans. Second maître de 3e classe, Ethan Pruitt, fraîchement sorti de l'école, les yeux trop grands, les mains qui s'agitaient. « Je suis le nouvel infirmier », dit Pruitt doucement. « Si vous revenez, qu'est-ce qui m'arrive à moi ?»« Vous travaillerez ensemble, » dit Whitfield. « 2 infirmiers signifie une meilleure couverture, une meilleure survie pour l'équipe. » Mais Pruitt semblait incertain, comme s'il avait peut-être compté sur le fait d'être le seul infirmier, l'indispensable. Quinn comprenait ce sentiment, le besoin d'être nécessaire. Calloway prit la parole. « J'ai servi avec son père et j'ai vu ce qu'elle a fait dans le Kandahar. Si elle dit qu'elle peut faire les deux, je la crois. » Dobrovsky hocha la tête. « Elle a sauvé Tanner et Pruitt en prenant elle-même cette balle. Ça, c'est utiliser toutes les compétences qu'on a. » Mais Dalloway n'était pas convaincu. « Dans une crise, oui, quand on n'a pas le choix. Mais mission après mission, au quotidien, il arrive un moment où on doit choisir. Et quand ça arrive, quelqu'un meurt parce qu'on a mal choisi. » Les mots restèrent dans l'air comme de la fumée. Quinn ouvrit la bouche pour répondre. Whitfield la coupa. « Fin de semaine, Mercer. C'est votre choix. Rompez. » L'équipe se dispersa. Quinn resta là, les regardant partir, portant le poids de chaque doute que Dalloway avait exprimé, parce qu'il avait raison. Non. 3 jours plus tard, le choix fut fait pour elle. L'appel arriva à 4 heures. Scramble d'urgence, pilote abattu en territoire hostile. Un FA-18 Super Hornet de la marine avait pris des tirs anti-aériens lors d'une mission d'appui aérien rapproché. Le pilote avait éjecté quelque part dans la province de Paktia. Des forces talibanes convergeaient sur la position. Combat Search and Rescue, CSAR. La mission que chaque opérateur entraînait et espérait ne jamais voler. La team Avoc était en l'air dans 20 minutes. Quinn y alla parce qu'elle était là. Parce que Pruitt était trop inexpérimenté pour ça. Parce que Whitfield l'avait regardé et dit « J'ai besoin de mon meilleur infirmière sur ce coup-là. Mercer, vous êtes cas partante ?» Et elle avait dit oui avant de penser aux promesses ou aux mers ou à quoi que ce soit, sauf au fait que quelque part dans ces montagnes se trouvait un pilote qui avait besoin d'aide. Le Black Hawk fendit l'obscurité d'avant l'aube comme une lame. Dans la cabine éclairée en rouge, 8 marines vérifièrent leurs armes et passèrent en revue les signaux manuels. Quinn vérifia sa sacoche médicale. Tout en ordre, tout prêt. Dalloway était assis en face d'elle. Leurs yeux se croisèrent. Il hocha la tête une fois. Pas tout à fait du respect, pas encore du scepticisme non plus, quelque chose entre les deux. La voix du chef d'équipage crépita dans l'intercom. 2 minutes. La balise de détresse du pilote émettait depuis une vallée à 3 km du point d'insertion. Les renseignements indiquaient qu'il était vivant, mais blessé. Les renseignements indiquaient aussi que le QRF taliban était déjà en position et cherchait. Ce serait serré.
L'hélicoptère se cabra, les cordes tombèrent, l'équipe en descente rapide dans l'obscurité. Les bottes de Quinn touchèrent le sol et elle bougeait déjà, prenant position à l'arrière de la colonne. Ils progressèrent vite à travers un terrain qui voulait leur mort. Pentes raides, pierres instables, épines qui s'accrochaient aux uniformes comme des doigts squelettiques. 15 minutes de mouvement contrôlé. Puis la main de Calloway se leva. L'équipe se figea. À travers sa vision nocturne, Quinn pouvait voir des signatures thermiques devant eux. Contacts multiples se déplaçant en formation de recherche. Talibans, au moins une douzaine, peut-être plus. Et quelque part au milieu d'eux, un pilote américain abattu. Les signaux manuels de Whitfield étaient là clairs. Contourner, faire le tour, extraire le pilote sans engagement si possible. Ils essayèrent. Pendant 11 minutes, ils bougèrent comme des fantômes à travers la vallée, utilisant le terrain et l'obscurité comme couverture. Ils arrivèrent à 200 mètres de la position du pilote. C'est alors que quelqu'un posa le pied sur quelque chose qui fit un clic. IED. Détonateur à relâchement de pression. Le marine qui l'avait déclenché, le caporal Vega, se figea. Son visage blêmit même à travers le haze vert de la vision nocturne. Quinn bougeait avant que Whitfield puisse donner un ordre. Elle se laissa tomber à côté de Vega, regarda sa botte. La plaque de pression était rudimentaire, mais fonctionnelle. Relâcher la pression et le circuit se complétaient. Boum. Il y avait un moyen de désamorcer ces dispositifs. Une formation avec des techniciens en munitions explosives le lui avait appris. Prudent, délibéré. Elle trouva le fil, le suivit jusqu'au détonateur. Peut-être 60% de chance de le couper en toute sécurité, où il pouvait laisser Vega planté là jusqu'à ce que ses jambes cèdent et que la bombe explose de toute façon. Elle coupa le fil. Rien ne se passa. Vega laissa échapper un souffle qui ressemblait à une prière, mais le moment de bruit avait coûté cher. Des lampes de poche talibanes tranchèrent l'obscurité. Le contact était maintenant inévitable. Whitfield prit la décision. Feu à volonté. Sécuriser le pilote. Mouvement. La nuit explosa. Ils combattirent Montier jusqu'à la position du pilote, le trouvèrent coincé dans un ravin. Les 2 jambes fracassées, le bras gauche brisé en 3 endroits. Lieutenant-commandant James Whittaker, 34 ans. Alliance au doigt, sang sur le visage. Il regarda Quinn à travers le brouillard de la douleur. « Vous êtes réel ou je suis mort ?»« Vous n'êtes pas mort, commandant. Pas encore. Mais j'ai besoin que vous restiez très immobile pendant que je travaille. » Elle l'évalua rapidement. Fractures ouvertes des 2 tibias, probable traumatisme interne de l'éjection, possible traumatisme spinal. Le déplacer incorrectement pouvait le tuer. Au-dessus d'eux, les marines posaient dans des tirs de suppression. Les balles claquaient au-dessus comme du tonnerre. Quinn se mit au travail, accès intraveineux, morphine, attellage des jambes avec ce qu'elle avait. C'est alors que le tireur d'élite ouvrit le feu. La première balle frappa le rocher à côté de la tête de Calloway. La deuxième frappa le gilet pare-balles de Dobrovsky, le projetant à terre. « Tireur !» cria quelqu'un. « Crête à 1000 mètres, 1000 mètres, tire long. » Conditions de nuit. Le vent dans la vallée serait imprévisible. Calloway était cloué au sol. Dobrovsky cherchait à reprendre son souffle. 2 autres marines supprimées derrière des couverts. Personne n'avait l'angle, personne, sauf Quinn. Le ravin où elle travaillait avec Whittaker lui donnait une ligne de visée vers la crête. Elle pouvait tout juste distinguer la signature thermique, 1180 mètres selon le télémètre. Whittaker attrapa sa main. « Allez, je suis stable, faites ce que vous faites. » Quinn le regarda la perfusion dans son bras, la morphine qu'elle venait d'administrer. Il avait peut-être 10 minutes avant d'avoir besoin d'une nouvelle intervention. 10 minutes pour éliminer un tireur sur le point de tuer son équipe. Elle saisit le fusil de Calloway. Il l'avait posé pour traîner Dobrovsky à l'abri. Elle se déplaça jusqu'au bord du ravin, prit position couchée. À travers la lunette, elle le voyait. Configuration professionnelle, méthodique. Il traquait la dernière position connue de Calloway. Elle calcula. 1180 mètres. Tir en montée, 18 degrés d'élévation. Le vent dans la vallée, elle le voyait dans la poussière, peut-être 22 km/h, quart arrière depuis le sud-est. Chute balistique, environ 3,50 mètres. Dérive par vent, 66 cm. Compensation angulaire, moins 2 moa. Elle régla la lunette. Derrière elle, Whittaker saignait. Devant elle, le tireur visait. Elle avait une chance. Inspiration lente, expiration encore plus lente.
Rythme cardiaque, 62. Réticule stable, elle tira. Le temps de vol à cette distance durait presque 3 secondes. Suffisamment long pour douter, suffisamment long pour prier, suffisamment long pour se demander si les calculs étaient menés bons. Le tireur taliban tressaillit, bascula en arrière de la crête, partit. Quinn lâcha le fusil et retourna vers Whittaker. « Joli tir », marmonna-t-il à travers le brouillard de la morphine. « Restez éveillé, commandant. » Elle travailla encore 9 minutes, stabilisant, préparant le transport. Ses mains se mouvaient à la mémoire musculaire de 6 ans et 1000 cas traités. Mais en atteignant les nouvelles compresses, ses doigts effleurèrent le fusil. Encore chaud d'avoir tiré. Les 2 mains, l'une soignant, l'autre protégeant. L'extraction prit encore 18 minutes de chaos contrôlé. Mais ils ramenèrent Whittaker au Bird, le stabilisèrent, le ramenèrent à la maison. Il remarquerait, volerait à nouveau, retrouverait sa femme et sa fille, parce qu'une petite infirmière savait faire les deux. 3 jours plus tard, Quinn se tenait dans le bureau du colonel Sterling au quartier général de Socom. C'était un homme élancé, la cinquantaine, grisonnant aux tempes, avec des yeux qui avaient vu des choses et s'en souvenaient toutes. « Second maître Mercer, dit-il, j'ai examiné votre dossier, revu les comptes rendus d'après-action de Kandahar et de Paktia, parlé avec le sergent-chef Whitfield et le premier maître Harlow. » Il marqua une pause. « Je crée un nouveau programme de formation, médecine de combat intégrée, des opérateurs avec entraînement tactique avancé et compétences en tir de précision. Double rôle, vous développerez le curriculum et dirigerez la première classe. » La gorge de Quinn s'assécha. « Mon commandant, vous avez démontré quelque chose que la plupart des opérateurs passent leur carrière à tenter d'accomplir, la capacité de passer d'un rôle à l'autre de façon transparente. Soins médicaux et tirs de précision, les deux au plus haut niveau, pas en alternance, en intégration. » Il se leva. « La marine a besoin de cette capacité. Les équipes en ont besoin. J'ai besoin d'instructeurs qui peuvent l'enseigner. Mon commandant, je ne suis qu'une... Vous n'êtes qu'une infirmière qui a sauvé 8 vies dans le Kandahar en étant simultanément médecin et tireur de précision. Vous n'êtes qu'une opératrice qui a éliminé un tireur à 1180 mètres de nuit et est retournée traiter un patient critique sans rater un battement. Vous n'êtes qu'une personne qui a fait ravaler ses paroles au sergent-chef Dalloway sur l'impossibilité de maîtriser 2 compétences. » Son expression s'adoucit légèrement. « Vous êtes exactement ce dont nous avons besoin, second maître. La question est de savoir si vous êtes prête à l'assumer. » Quinn pensa à sa mère, à la promesse, à la voix de son père dans le vent. « Je suis prête, mon commandant. »« Bien. » Il lui tendit la main. Elle la serra. « Vous êtes promu au grade d'infirmière de combat de première classe, avec effet immédiat. La classe commence dans 8 semaines. 16 stagiaires, moitié infirmiers, moitié tireurs d'élite. Vous leur enseignerez l'intégration. » 6 mois après la mission de Paktia, Quinn se tenait devant la promotion 24 au centre de formation de Little Creek, Virginia. 16 visages la regardaient, 8 étaient des infirmiers qui apprenaient à tirer. 8 étaient des tireurs d'élite qui apprenaient à sauver des vies. Tous étaient sceptiques. Elle comprenait. Elle l'avait été aussi. « Je suis l'infirmière de première classe Mercer, dit-elle. Certains d'entre vous me connaissent, la plupart non. Je suis ici pour vous apprendre quelque chose que la plupart des gens pensent impossible, être excellent à 2 choses plutôt qu'une. » Une main se leva. « Marine, tireur d'élite éclaireur, sergent Holt, avec respect, instructeur, n'est-ce pas simplement diviser l'attention, être médiocre aux 2 au lieu d'expert à l'1 ? Bonne question. » Quinn se retourna. « Qui ici peut stabiliser une hémorragie fémorale en moins de 90 secondes, 4 mains levées, tous les infirmiers. Qui peut faire un tir à 800 mètres par vent traversier, 4 mains, tous les tireurs d'élite. » Quinn prit un fusil d'une main et une sacoche médicale de l'autre. « Qui peut faire les 2 dans la même mission ? Sous le feu ? Blessé ? Silence. C'est ce qu'on est là pour apprendre, pas diviser l'attention, élargir la capacité. Quand vous aurez fini, vous serez capable de sauver une vie avec vos compétences médicales. » Elle leva le kit. « Et de protéger cette vie avec votre tir. » Elle posa le fusil. « Mon père m'a appris à tirer à 10 ans. La marine m'a appris à soigner à 18. Pendant 6 ans, j'ai cru devoir choisir.
puis j'ai appris la vérité. » Elle regarda chaque visage. Les meilleurs opérateurs ne se spécialisent pas étroitement. Ils s'intègrent largement. Ils deviennent complets. Au cours des 6 mois suivants, elle leur apprit comment passer d'une plaie thoracique aspirante à un engagement à 900 mètres, comment garder les mains stables pour la chirurgie après la décharge d'adrénaline du combat, comment lire le vent tout en surveillant les constantes vitales. Ethan Prouett était son assistant instructeur. Le gamin avait fait du chemin, encore nerveux, encore jeune, mais il apprenait. L'entraînement était brutal. 16 stagiaires devinrent 13, puis 12, 2 abandonnèrent, 1 échoua aux standards médicaux, 1 fut éliminé sur le tir. Mais ceux qui restèrent apprirent à faire les deux, et la nouvelle se répandit. Au 4e mois, le SOCOM demandait des briefings. Au 5e, le programme était approuvé pour déploiement dans toute la flotte. Au 6e, Quinn était invité à témoigner devant une sous-commission conjointe sur l'avenir de la médecine de combat. Une devise commença à circuler parmi les équipes. Un slogan qu'un des stagiaires avait inventé et qui collait comme de la résine. « Soigne quand tu peux, protège quand tu dois ». Il apparut sur des patchs, sur des mugs, peints en spray sur des cibles de stands de tir. Il devint le credo non officiel du programme. Et dans les moments calmes entre les cours, Quinn pensait à son père, à des promesses tenues et à des promesses évoluées, à l'utilisation de chaque compétence qu'on avait pour sauver des vies. 6 mois après la mission de Pactia, le téléphone de Quinn sonna. Le numéro de sa mère. Elle s'était parlé 3 fois depuis cette première conversation douloureuse. Chaque fois avait été légèrement moins tendue que la précédente. Des progrès mesurés en millimètres. Quinn décrocha. « Bonjour, maman. »« Bonjour, ma chérie. » Un silence. Puis... « J'ai lu des choses sur toi. »« Lu ?» ?»« Il y a un article dans le Navy Times sur un nouveau programme de formation. Ton nom est mentionné de façon assez prominente. Quinn n'était pas au courant d'un tel article. Elle se fit une note mentale de le chercher. « Maman, laisse-moi finir. » La voix de sa mère était ferme, pas en colère. « Je réfléchissais à ce que tu as dit, sur ton père, sur le fait d'avoir besoin des 2 compétences pour sauver des vies. » Quinn attendit. « J'avais tort, » dit sa mère. « Pas d'inquiéter. Je m'inquiéterai toujours. Mais d'exiger cette promesse, d'essayer de te séparer des compétences que ton père t'a transmises. » Elle prit une inspiration. « Il le savait, Quinn. Ton père savait que tu aurais besoin des 2. C'est pour ça qu'il t'a appris, pas pour faire de toi quelqu'un qui tue, pour faire de toi quelqu'un de complet. » Des larmes brouillèrent de la vision de Quinn. « Maman. Je suis fier de toi, ma chérie. Ton père le serait aussi. Tu n'as pas brisé ta promesse. Tu as grandi au-delà de ce que l'une ou l'autre de nous avait imaginé. » Elles parlèrent pendant 1 heure après ça. Vraiment parler. Du programme, des stagiaires, de Tanner, qui lui avait envoyé une photo de lui debout sur sa prothèse avec sa fiancée, de Pruitt, qui lui avait écrit une lettre pour la remercier de lui avoir sauvé la vie. De l'avenir. Quand elles raccrochèrent, Quinn ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 6 ans. La paix. Le lendemain matin de l'appel de sa mère, Quinn conduisit jusqu'au stand de tir avant l'aube. L'air était frais, le ciel d'un violet de lumière naissante. Elle était seule. Elle s'installa à la ligne des 1000 mètres, sortit la photographie de son père de sa poche et l'appuya contre la lunette de repérage. La photo était vieille maintenant, délavée, mais son visage restait net, encore fort. Elle posa sa plaque d'identité, celle qu'elle portait depuis ses funérailles, à côté de son M40A5. Puis, elle déballa sa sacoche médicale, la posa à sa gauche, le fusil à sa droite, 2 outils, 2 finalités, les 2 nécessaires. Elle chargea 5 cartouches dans le chargeur, prit position couchée, trouva la cible dans la lunette, le vent était calme, le stand désert. Juste elle et le souvenir d'un homme qui avait compris ce qu'elle n'apprenait qu'aujourd'hui à accepter. Elle tira. Dans le 1000, arma la culasse, tira encore. Dans le 1000, 5 tirs, 5 impacts parfaits. Quand ce fut fini, elle se redressa, regarda la photographie de son père. « Je comprends, maintenant, papa, dit-elle doucement, les 2 mains. Pas l'une ou l'autre, les 2. Le vent se leva légèrement. Elle crut presque entendre sa voix. « C'est ma fille, Scout, c'est ma fille. » Elle remballa son matériel. Les 2 kits, les 2 finalités. Le soleil se levait sur Little Creek, quelque part dans le centre de formation. 16 stagiaires se réveillaient
se préparait pour une nouvelle journée d'apprentissage de l'intégration plutôt que de la division. Queen sourit. Elle avait un cours à donner, et pour la première fois depuis 6 ans, elle ne fuyait plus ce qu'elle était. Elle le devenait, soignée d'une main, protégée de l'autre, les deux formes de la même miséricorde, les deux nécessaires, complètes,